cas, ça fait plaisir. Ce sera notre Crypto Café, deuxième Crypto Café aujourd'hui, mardi 22 novembre, sur lequel on va regarder pas mal de news. Alors malheureusement, c'est vrai qu'on va de nouveau pas mal parler de finalement quand même de FTX, tout ce qui s'est passé finalement avec tout ça. Mais bon, quelque part c'est normal. Il y a beaucoup de choses qui ont une corrélation avec ces news là aussi, donc voilà. Alors, déjà pour commencer, on va avoir FTX ici. On a mis un article sur cryptologique.fr. Cryptologique.fr, notre site internet sur lequel on essaie de vous partager du contenu, des articles tous les jours, en tout cas déjà sur l'actualité de la crypto-monnaie. On vous parle également un tout petit peu de macro, de pas mal de sujets différents également. Et puis, on est en train de recruter chez Cryptologique, pas mal sur la rédaction d'ailleurs. On a fait pas mal d'entretiens et donc on va pouvoir vous partager un maximum d'informations sur notre site internet dès les jours et les semaines à venir. Ici, on a FTX pourrait relancer les retraits au Japon d'ici fin de l'année. Alors, j'ai envie de dire tant mieux. C'est vrai que ceci, ça n'a rien à voir avec les Français, avec les Européens ou quoi que ce soit. Mais c'est toujours bien et agréable de voir qu'il y a une possibilité, en tout cas peut-être un petit peu plus élevée, que les Japonais puissent peut-être retirer leurs fonds là-bas. Donc alors que la totalité des utilisateurs d'FTX se retrouvent coincés sur la plateforme, les citoyens japonais détenant des fonds sur la filiale FTX Japon pourraient les récupérer à la fin de l'année selon les autorités de régulation. Alors ici, il faut savoir qu'en France, même l'entreprise de CoinHouse par exemple qui a été agréée à PSAN, ils ont temporairement également suspendu les retraits de leurs produits d'investissement à livret crypto. C'est des choses qui sont quand même qui montrent qu'il faut commencer vraiment à vraiment se protéger, hein, les amis, c'est extrêmement important. Ça va être un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Donc la plateforme, elle détient environ 19,6 milliards de yens, soit 138 millions de dollars de dépôt au moment où les autorités japonaises l'ont forcé à cesser ses activités le 10 novembre. Donc ils ont quand même des fonds sur lesquels ils vont pouvoir peut-être rembourser en tout cas certains utilisateurs qui étaient sur FTX. Donc j'ai envie de dire c'est bon signe, ce ne sera pas avant fin de l'année. Par contre ça va être quelque chose d'assez intéressant à suivre et de voir si en effet fin de l'année il y a bel et bien des utilisateurs au Japon qui ont été remboursés, oui ou non. Donc voilà, en tout cas pour les utilisateurs européens, la probabilité est plutôt minime de pouvoir recevoir de nouveau leurs fonds qu'ils avaient sur FTX, malheureusement depuis le placement au chapitre 11 des faillites américaines. Donc ça c'est dommage malheureusement, mais c'est comme ça pour l'instant en tout cas. On va partir un tout petit peu sur Genesis. Genesis, oh mon dieu, tout ce qui est en train de se passer, c'est complètement fou. Alors, une chose extrêmement importante, c'est que hier, toute la journée, j'ai l'impression qu'on a eu des news qui ont que fait de changer, pour être honnête. Donc, on a eu plein de personnes qui commençaient à parler de Grayscale, on avait Genesis, etc. Il y a énormément de choses qui allaient bien et d'autres qui allaient pas bien. Donc, c'est vrai qu'on sait plus vraiment quoi croire en fait, on a l'impression que c'est la merde, puis après il y a des gens qui disent non c'est tout bon, on va réussir à avoir des fonds qui vont rentrer, etc. Donc c'était pas évident de classifier un tout petit peu toutes ces informations, donc si vous avez quoi que ce soit, c'est toujours agréable aussi, si vous aimeriez partager, n'hésitez surtout pas. Ici ce qui se passe, c'est qu'actuellement on a donc update we're so fucked, donc en gros on a Grayscale qui refuse de faire leur preuve de réserve. Alors pour moi, on en a discuté, puis on en discute souvent ces derniers jours d'ailleurs sur notre Twitch. C'est le live surtout le lundi, le mardi et le mercredi. Le lundi sur lequel on fait pas mal des débats, c'est open discussion. On a eu beaucoup de débats hier jusqu'à peu près 1h du matin avec des développeurs également sur lequel... c'est vrai que finalement la preuve de réserve c'est quoi à la fin de la journée. Alors ici c'est peut-être un petit peu différent dans le sens que c'est quand même important d'avoir une preuve de réserve des 635 000 bitcoins si je dis pas de bêtises qu'ils doivent avoir. Aujourd'hui on a le GBTC qui est en train de perdre de la valeur, quasi plus de 50% de sa valeur aussi comparé au bitcoin. Donc on ne sait plus vraiment où est-ce qu'on peut faire confiance non plus, et si Grayscale commence à faire des choses de ce style-là, ça peut être assez dangereux quand même pour l'écosystème crypto-monnaie, pour être honnête, en tout cas à court terme. Donc c'est des choses qu'il va falloir bien suivre de proche et puis et bien faire attention. Donc voilà, ils ont leur Bitcoin et leurs Ether sur Coinbase, mais
mais won't show blockchain data confirming any of their holdings. Donc malheureusement, voilà, on n'a aucune preuve malheureusement pour quoi que ce soit. On a ici du coup Bitcoin Archive qui nous a partagé news Binance among potential investors in Genesis, Bloomberg. Donc on a peut-être Binance qui va pouvoir peut-être être un potentiel investisseur dans Genesis. Genesis qui était à la recherche de 1 milliard de dollars. C'était l'information que j'avais encore hier. Et puis on voit que finalement ici on a Flash News de Coin Academy. Genesis aurait réduit son objectif de levée de fonds de 1 milliard à 500 millions de dollars. Alors ça c'est plutôt bon signe. Est-ce que c'était prévu? Parce qu'ils sont quand même assez malins. Donc est-ce qu'ils l'ont fait parce que finalement ils veulent tout simplement... ils avaient fait réellement besoin de 500 millions, puis c'était simplement pour donner un petit peu plus de confiance. C'est des choses assez intéressantes à suivre. Je vois ici d'ailleurs aussi alors Binance a déjà dit non. Alors peut-être qu'en effet ceci c'est déjà même outdated déjà. Donc ça c'est vraiment la chose qu'il faut vraiment faire attention ici, c'est que ça c'est un tweet encore de hier à 11h30 le soir. Donc quasi à minuit, on est aujourd'hui à 10h du matin le lendemain, et puis peut-être que ces informations-là ne sont déjà même plus à jour. Il faut vraiment faire attention. Ça va tellement vite qu'il faut constamment lire et puis être à jour de ce qui est en train de se passer, parce que tout peut changer à tout moment. Ça, il faut être vraiment bien conscient. Donc ici, c'est plutôt un message pour dire en gros pas trop de panique, hein, qu'en gros il y a bien assez de plans pour éviter le bankruptcy avec Genesis. Leur objectif c'est vraiment de pouvoir trouver une solution de façon le plus vite possible et puis d'éviter le bankruptcy naturellement. Donc ils vont continuer à construire des conversations avec les personnes qui vont pouvoir du coup peut-être aider financièrement aussi et de faire en sorte que tout aille bien. Donc bon signe quelque part. J'ai l'impression que c'est fucked pour être honnête pour Genesis, mais quelque part on a l'impression que l'argent pourrait quand même rentrer de certaines personnes. Moi de mon point de vue j'ai l'impression qu'on est clairement que fucked, parce que on va avoir beaucoup de problèmes aujourd'hui vu la situation avec FTX, avec tout ce qui s'est passé, d'avoir aujourd'hui des gens qui sont prêts à mettre des fonds dans ces endroits là. Donc Genesis warrant of bankruptcy without new funding. Donc Bloomberg ici qui met comme quoi Genesis ont justement de la peine d'aller rechercher du cash flow pour donner un coup de main justement à Genesis. Donc vous avez tous les articles, je vous partagerai naturellement tous les tweets, tout ce qui a été regardé ici ensemble aussi, donc on va pouvoir après aussi en reparler. On a donc Grayscale qui préfère donc pas partager leurs preuves de réserve, mais ça c'est quelque part un gros problème, clairement. Après je voulais quand même juste rebondir également sur ce que j'ai dit donc juste avant, c'est que la preuve de réserve, comme on peut l'avoir aussi sur la majorité des plateformes d'échange centralisées, à la fin de la journée, qu'est-ce que ça veut réellement dire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit avoir nous en tant qu'utilisateurs? Est-ce que ça nous sert à quelque chose? Est-ce qu'on doit plutôt avoir leur business plan? Est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui combien est-ce que l'entreprise est en train de perdre, en train de gagner? Est-ce qu'on peut avoir toute cette transparence? Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir réellement suivre ce qui est en train de se passer avec les plateformes d'échange centralisées et de savoir si oui ou non la liquidité qu'on a sur les plateformes d'échange centralisées, elle est clairement là pour 100% des utilisateurs? Ça, c'est des choses qu'on aimerait avoir. En tout cas pour moi j'aimerais pouvoir savoir si à tout moment je peux toujours retirer mes fonds parce qu'il y a assez de liquidité. Est-ce qu'une plateforme d'échange centralisée qui a fait faillite parce qu'elle a pour X raisons perdu beaucoup trop d'argent, est-ce que c'est l'argent des utilisateurs qui va devoir rembourser cette faillite? Comment exactement ça se passe? Cette preuve de réserve pour moi, à part montrer combien est-ce qu'eux ils ont réussi à acquérir, ça ne veut pas dire beaucoup plus. Donc c'est vrai qu'il faut bien faire attention aussi avec ces sortes d'informations que vous allez recevoir. Alors on va partir ici sur Lawrence ici qui nous parle sur beaucoup de questions en message privé de part view on Grayscale and GBTC. Spoiler alert, I own it. I've been buying more. Et ça c'est super intéressant, donc il est en train d'acheter plus. Ça représente seulement 5% de ses bitcoins en holding. Au cas où s'il a tort, aujourd'hui on a le GBTC qui a perdu quand même plus de quasi 50% de sa valorisation quand même aussi. Donc il y a un très joli thread ici de Lawrence, on va pas tout le lire maintenant, mais je vous le partagerai également dans la description directement, comme ça vous pouvez aussi tous faire un petit tour.
On a ici la difficulté du mining de Bitcoin augmente légèrement, donc ça c'est aussi un point sur lequel ça vaut la peine de pouvoir, ça vaudra de toute façon la peine de bien suivre en effet le hash rate et toutes ces choses sur le Bitcoin. Donc d'après les derniers ajustements et le taux de hash rate qui a chuté de 3,8% depuis le 6 novembre, pardon. Les sociétés actuellement dans le mining qui commencent à avoir de plus en plus de soucis pour rester solvables, ça c'est aussi un point sur lequel on va falloir absolument suivre et puis réussir à discuter avec des personnes qui sont quand même dans le milieu. Donc ça c'est quelque chose qu'on va essayer de vous proposer aussi un maximum, de faire en sorte qu'on puisse par exemple inviter des personnes comme Sébastien Gouspillou qui viennent justement nous parler avec nous, parler un tout petit peu de cette situation, des risques finalement qu'il y a également derrière. Parce que maintenant les questions qu'on peut aussi se poser, c'est est-ce que Bitcoin est aujourd'hui dans un cas sur lequel il y a une probabilité où on peut perdre de l'argent maintenant avec le Bitcoin, en question de volatilité du prix, ça c'est une chose, avec toutes ces informations, mais est-ce que la sécurité du Bitcoin va avoir un impact? Est-ce que le hash rate va que faire de descendre? Est-ce que les mineurs vont arrêter de miner? Quel est l'impact sur le court terme si maintenant pendant les prochains 6 mois, les mineurs ne gagnent pas d'argent sur le Bitcoin? Comment exactement ça va se passer? Alors j'ai déjà personnellement entendu pas mal de cas différentes, de personnes différentes aussi. On a eu l'avis de Monsieur TK qui était très intéressante la semaine dernière d'ailleurs. Je vous invite à aller faire un petit tour aussi, c'est toujours encore sur notre Twitch qui avait partagé justement son point de vue aussi là-dessus, qui était assez intéressante. Mais voilà, c'est ces questions-là qu'il faut quand même bien se poser et puis qu'on va devoir bien suivre en tout cas sur le Bitcoin, même que je m'inquiète pas pour être honnête pour le Bitcoin. Le Bitcoin va toujours rester là de mon point de vue et il n'y aura vraiment pas trop de soucis à part le fait que le bear market peut durer plus longtemps à cause de ces sortes d'informations. On va partir ici sur le développeur Cardano travaille sur un nouveau altcoin et une blockchain axée sur la confidentialité selon Charles Hoskinson. Alors c'est assez intéressant, je voulais faire un point là-dessus tout simplement déjà parce qu'ici c'est une nouvelle crypto-monnaie pour protéger la vie privée des utilisateurs. C'est quelque chose qui me plaît bien, moi je suis vraiment pour. Il y a un message ici qui a été mis aussi de la part de Charles qui dit beaucoup de nouveaux projets se préparent à se mettre en avant aussi pour... Ah non, c'est pas ce message-là, pardon. C'est ici. Selon Hoskinson, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens s'inscrivent aux crypto-monnaies est qu'ils croient à tort que les crypto-monnaies ont cette capacité. Ils croient à tort que les crypto-monnaies leur donneront la vie privée, la liberté d'expression, d'associer et de commerce. Et c'est tout à fait juste. Moi, c'est ce que j'entends aussi de beaucoup de personnes différentes, et ce n'est pas du tout le cas. Il y a un travail énorme encore à faire, et donc de voir en effet qu'ils veulent se lancer sur une autre crypto-monnaie, une nouvelle crypto-monnaie pour la protection de la vie privée pour les utilisateurs, c'est exactement, moi je kiffe ça. Maintenant, ce que je voudrais quand même rajouter là-dessus, c'est qu'il faut être conscient que d'ici 2023 et 2024, surtout durant les bear markets, il va y avoir énormément de nouveaux projets également qui vont sortir. C'est le meilleur moment pour un nouveau projet pour se mettre en avant, mais c'est également un très bon moment pour qu'il y ait des projets finalement qui n'ont pas une grosse valorisation et qui ne valent pas grand-chose, qui vont également se mettre en avant, et donc ce sera à nous de pouvoir faire le tri dans tous ces projets. Ça va être extrêmement important, ça va pas toujours être évident, mais il va y avoir de très 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 jolis projets qui vont sortir dans les années aussi à venir et dans les mois à venir, pour lesquels ce serait dommage des fois de louper cette opportunité également. Donc on va suivre ça de très proche, et puis je pense que ça c'est quelque chose que je vais essayer de suivre en tout cas de mon côté également. Et dernière petite news ici sur l'actualité, on a donc, après on va partir sur la macroéconomie, les actions de Coinbase ont atteint un niveau historique bas lundi alors que les échanges centralisés traitent des retombées de FTX. Alors, les nouvelles cryptos pour protéger les actions de Coinbase sont tombées donc à un niveau record lundi. Le prix glissant d'environ 8% à moins de $42. L'effondrement des FTX a eu un impact négatif sur la confiance des utilisateurs dans les échanges centralisés tels que Coinbase. Alors ici, comme vous pouvez voir le chart, c'est assez intéressant qu'on voit justement ce prix qui fait que de descendre. Et Coinbase aujourd'hui qui est quand même bien reconnu, est-ce qu'il va y avoir d'autres plateformes d'échange qui vont suivre et puis continuer comme Coinbase dans les mois à venir? La réponse, je pense que c'est plutôt oui. Il faudra être simplement au courant, mais on se répète de toute façon tous les jours, et puis de toute façon tous les jours on va également suivre la majorité. Donc on va partir actuellement maintenant, on va vite partir maintenant un petit peu sur le sentiment macro DXY et puis le côté casino Tintin façon de parler. Ici j'aimerais partager avec vous
notre cher ami Tintin qui fait la macroéconomie chez Cryptologique. Donc déjà avant tout, je vous invite à aller faire un petit tour sur son Twitter si ce n'est pas déjà le cas. Vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations sur la macroéconomie. Il va vous partager pas mal de choses différentes. Et là, en l'occurrence, il nous a partagé hier 2-3 points sur le sentiment macro. Donc le côté haussier, donc la croissance du PIB augmente et l'inflation diminue. Le marché boursier asiatique conserve ses gains pour le moment. Les actions sont en hausse malgré l'effondrement des crypto-monnaies. Le VIX, volatilité, donc c'est un indicateur de volatilité, est neutre actuellement. Donc nous n'avons aucune indication de stress. Donc ça c'est plutôt bien. Le côté baissier, les trésors publics à long terme commencent à performer, ce qui est mauvais pour les actifs à risque car l'argent pourrait affluer dans leur direction. CNN Fear and Greed est déjà en greed actuellement, donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien suivre aussi. Les spreads de crédit, donc c'est la différence entre les rendements de deux instruments de dette différents ayant la même échéance mais des notations de crédit différentes, sont toujours à des niveaux élevés. 6 courbes de rendement sur 8 pays du G8 sont inversées, ce qui est le signe d'une récession imminente. L'économie mondiale s'affaiblit, beaucoup de PMI sont inférieurs à 50, et également les actions qui ont le vent en poupe sont pour la plupart des valeurs technologiques battues, ce qui sont le short squeeze. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant en tout cas pour bien suivre également le côté du short squeeze. Tintin donc du coup qui dit également ici une hausse à court terme des actions, donc c'est un petit peu son ressenti à lui personnel, une hausse à court terme des actions à risque jusqu'à que Jérôme Powell nous donne une nouvelle gifle, prudence sur l'espoir, bonheur s'il se concrétise. Et puis pour le DXY ici, donc on est plutôt haussier, sur le côté haussier, donc le discours de la Fed a été un peu plus hawkish avec Bullard et Waller, mais ce sont des aberrations pour le moment. Voyons ce que ça donne cette semaine. La croissance du PIB au quatrième trimestre s'accélère et ne montre aucun signe de baisse jusqu'à présent. Les flux vers le dollar continuent, le marché du travail reste fort. Pour l'instant, c'est toujours un atterrissage en douceur. Encore une fois, surveillons les demandes d'allocation chômage cette semaine. Comme nous l'avons dit précédemment, les indices PMI baissent rapidement. Le côté baissier pour le DXY, donc le seuil de rentabilité de l'inflation diminue. Les données précédentes de l'IPC ont renforcé les attentes du marché concernant un pivot de la Fed, mais fais attention à cette affirmation. 3 banques centrales interviennent au nom de leurs devises, Japon, Chine, Inde, et le logement est une mauvaise impression après l'autre, mais c'est attendu. De nouveau, le côté de l'impression en tout cas le sentiment de Tintin, DXY baisse à court terme et long euro. Hausse du DXY à moyen terme inversera la position de l'euro lorsque la banque centrale européenne sera moins hawkish. Donc voilà, ça c'est le côté de la macroéconomie de Tintin. Ça vaut clairement la peine d'aller voir un tout petit peu ce qu'il fait aussi. Et puis naturellement, il vous partage tout le nécessaire aussi sur notre Discord, mais également tous les mardis soirs, parce que ce soir, tous les mardis, nous avons 3 personnes de l'équipe de Cryptologique qui viennent également en live sur Twitch. Donc petite présentation rapide. Nous avons CryptoVector qui va venir ce soir nous parler de Monero de 20h30 à 21h. À 21h, on va avoir Tintin avec ZS Trader qui vont nous rejoindre pour parler justement du côté macroéconomie et la corrélation que ça peut avoir avec le Bitcoin et puis le marché de la crypto-monnaie en général. Et puis ça dure environ pendant 1 heure de temps grand maximum. Puis à 22h, on va partir sur l'analyse technique avec ZS, sur lequel on va regarder le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies en cas de nécessité. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Tintin, ça vaut vraiment la peine. Et puis aller soutenir un tout petit peu ces personnes. Alors ici, on va partir du coup sur les crypto-monnaies qui ont été demandées. Comme vous le savez, tous les jours, les vidéos qu'on fait ici tous ensemble sont postées sur YouTube à 11h30 tous les jours. Et donc, vous pouvez mettre dans cette vidéo-là des commentaires. Naturellement, vous pouvez toujours mettre un petit merci ou quoi que ce soit, ou un petit bonjour. Ça fait toujours plaisir. Mais si vous aimeriez avoir vos crypto-monnaies pour la vidéo du lendemain,
Ce sera ici qu'il va falloir demander, donc les personnes qui ont demandé des crypto-monnaies, j'ai pris ça en considération et donc ceux qui ont été le plus demandés, c'est donc, on va toujours de toute façon voir le Bitcoin et après on va regarder ensemble aujourd'hui le BNB, Matic et IOTA. Alors, pas grand chose à dire pour être honnête, on est toujours dans une situation assez instable et baissier actuellement, en tout cas sur le Bitcoin. On avait parlé hier du coup sur cette probabilité d'aller rechercher en effet donc déjà le support. C'était un des points les plus importants. On avait parlé d'un support autour des 15 500 $, un petit peu en dessous, sur lequel on avait encore cette possibilité d'aller rechercher une zone de liquidité à court terme, parce qu'il y a tout simplement à cause de la volatilité avec le FUD et tout ce qui est en train de se passer actuellement sur le marché, il n'y a aucune raison de mon point de vue de ne pas aller rechercher des fois des grosses baisses encore en dessous de 2%, en dessous de ce support. Là en l'occurrence on a été clairement chercher juste une mèche autour de ces prix là, donc c'était plutôt bien. On voit qu'il y a des acheteurs, on voit qu'on est en train d'essayer de défendre en tout cas ces prix là, donc voilà, gardons de toute façon un œil maintenant là-dessus, mais faites attention, on est clairement baissier, on est toujours dans cette tendance baissière et puis on a toujours une possibilité d'aller rechercher des prix encore un petit peu plus bas. C'est des prix sur lesquels il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en train d'acheter, donc d'avoir en effet un retour sur le Bitcoin dans la zone de range qu'on a actuellement juste ici est tout à fait également probable, donc on peut s'attendre en effet à une hausse, encore peut-être pourquoi pas, de 5 à 6% sur le Bitcoin à court terme. En tout cas pour l'instant, aucune panique. On a toujours notre résistance ici à 18 000 $, donc voilà. Tant qu'on reste en dessous des prix des 17 200 $, déjà, il ne faut vraiment pas s'inquiéter actuellement. On a donc le BNB qui a eu beaucoup de volatilité aussi, donc ça c'est un petit peu normal quelque part, donc tout ce qui s'est passé ici, donc on a eu une grosse hausse de 50%, on est ici en 4 heures, pas en 40 minutes comme sur le Bitcoin, et puis de nouveau une baisse de 40%, tout ça c'est un petit peu normal, avec tout ce qui s'est passé justement comme FOMO quelque part sur le BNB. Beaucoup de personnes ont voulu participer sur le BNB parce que Binance pourrait prendre en fait le monopole aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé avec FTX. Donc du coup d'avoir des acheteurs sur BNB de mon point de vue c'est tout à fait normal. Mais là on a plus eu de la manipulation qu'autre chose. Et donc actuellement on est de nouveau en train de retravailler maintenant le bas de ce range. On avait des points extrêmement importants qui étaient juste ici sur le BNB, sur lesquels on avait quand même un certain support qu'on est en train de casser actuellement avec une pression sur le Bitcoin donc, qui fait en sorte que le BNB a également cette pression maintenant un petit peu baissière. On a des zones qui commencent à être intéressantes, on a des zones de liquidité comme on peut voir qui sont juste ici, sur lesquelles le VPVR nous donne autour des 250 $, sur lesquels on aurait pu aller rechercher cette liquidité. Ceci on aurait déjà pu en fait en parler aussi hier, malheureusement on ne l'avait pas vu. Et donc c'est des prix sur lesquels de toute façon il va y avoir des acheteurs, il va y avoir pas mal de volume actuellement. Donc il faudra bien faire attention d'aller rechercher les prochains points. Les prochains points qui vont être assez intéressants de mon point de vue seront les points autour des 220 $. Ce sera les prochaines zones sur lesquelles les gens vont vouloir en tout cas commencer de nouveau à accumuler du BNB. Donc il faudra bien faire attention à ces prix-là. Et sinon, tant qu'on reste dans cette zone ici avec le BNB sur lequel on a la majorité du volume, donc on parle des 335 $, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. On est clairement dans une zone toujours baissière naturellement, en tout cas pour le BNB. Et comme la majorité des crypto-monnaies, vu que de toute façon le Bitcoin est baissier. Donc pas de panique pour l'instant. Et puis si on a de nouveau une hausse, on peut peut-être à très court terme, on pourrait clairement s'attendre peut-être à une hausse pour aller rechercher les premiers prix dans le VPVR qui correspondraient donc juste ici autour des maximum 272 $. C'est là où il y a la majorité du prix qui a été travaillé. Donc pourquoi pas aller rechercher également ces prix-là à court terme s'il y a des bonnes nouvelles sur Binance. On va directement donc partir sur Matic. Comme vous pouvez le voir sur Matic, c'est un scénario un tout petit peu différent, c'est-à-dire qu'on n'est pas été spécialement rechercher les points les plus bas non plus. Donc le gros support ici qu'on a sur Matic est autour des 70 centimes. Beaucoup de FOMO sur Polygon, c'était assez intéressant aussi à voir. On a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de personnes qui adorent Matic aujourd'hui sur le marché. Donc c'est vrai qu'on a eu également un tout petit peu cette grosse hausse également. On a quand même ici, juste pour vous donner un tout petit peu une idée, donc une certaine résistance qui est assez importante, en tout cas quand on regarde le volume et puis le range qui a été travaillé. Donc c'est sûr qu'on a des points plus hauts qui sont juste ici, on a eu cette grosse manipulation également sur le Matic, sur lesquels on peut également prendre en considération pour certaines analyses techniques. Par contre, une chose très importante, c'est qu'on voit tout de suite que ce qui a été le plus travaillé, naturellement, c'est ces prix qui sont juste ici. Donc, c'est les prix autour des 80 centimes jusqu'à 96 centimes. Ça, c'est vraiment la zone
Va falloir réussir à sortir, en tout cas si on veut partir dans une certaine direction. Tant qu'on reste dans, dans ce range-là, ou quand on travaille en tout cas les points bas de ce range, jusqu'au support des 70 centimes, disons qu'il faut de toute façon être dans cette incertitude de savoir dans quelle direction on peut partir. Est-ce qu'on est dans une zone d'accumulation, une zone de distribution? C'est naturellement toujours la question qu'on se pose. Et donc, je ne peux pas vous donner ces informations-là, naturellement, avec ces sortes d'analyses. Donc, faites bien attention. Suivez de toute façon déjà, pour commencer, le Bitcoin. Ça va être la chose la plus importante pour avoir plus d'informations déjà aussi sur le Matic. Et puis, on va finir ici avec le IOTA, les amis. Donc, IOTA, on a donc malheureusement un token qui est complètement différent, sur lequel hop, on va se mettre en daily parce que ça vaut pas la peine de le voir à court terme. Court terme, on est extrêmement baissier aussi, hein, mais on pourra vite rapidement aussi le voir. Ce qui était important ici à voir, c'est qu'on avait ici un gros support, hein, sur le IOTA qu'on n'a pas réussi à tenir. Donc ce support qui a cassé ici le 8 novembre avec toutes les news de FTX, malheureusement, maintenant on est en train de travailler en dessous de ce support. Donc quels seront les prochains points à aller rechercher maintenant avec le IOTA? Les choses qu'on pourrait peut-être regarder, c'est tout simplement de prendre un tout petit peu cette liquidité qu'on avait donc juste ici. Et la seule chose qu'on peut avoir comme information, c'est qu'on voit ici qu'on a juste en dessous ici, c'est qu'on avait quelque part le VPVR qui nous a donné beaucoup plus de volume. Donc ça, c'était une zone qui a beaucoup été retravaillée juste avant de repartir, avant une grande hausse sur l'IOTA. Donc ça peut être tout à fait maintenant une zone de liquidité, une zone sur laquelle beaucoup de personnes vont commencer à de nouveau s'intéresser sur l'IOTA si les gens sont toujours intéressés à acheter du IOTA, bien sûr. Donc moi personnellement, si je devrais m'intéresser à une zone, ce serait cette zone qui dit... Ce serait cette zone qui est juste ici, ce serait la première qui va vraiment m'intéresser. Naturellement, si on veut s'intéresser au IOTA, après cette cassure ici, de faire une certaine DCA, on est clairement sur des prix très intéressantes, ça c'est sûr. Mais avant 16 centimes 38 et 17 centimes 43, je ne vais pas spécialement m'intéresser parce que d'avoir eu une cassure ici de ce gros support, surtout avec les news qu'on a eu avec FTX, et ben pour moi il faut plutôt attendre, pas rentrer en mode panique sur ce marché et plutôt regarder ça. Si on regarde ça très rapidement à plus court terme, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Comme vous pouvez voir, hein, déjà, c'est qu'il y a énormément de volatilité. Donc faites bien attention avec ça. Quand on voit des mèches comme ça, ne rentrez surtout pas en mode FOMO parce que vous voyez absolument maintenant du volume qui rentre. Là, on a eu beaucoup de volume qui est rentré également avec cette manipulation. Il a fallu tout simplement peut-être à peu près une journée avant de revenir chercher de nouveau les prix bas, comme vous pouvez le voir. Donc faites attention avec ça parce que vous pouvez perdre rapidement beaucoup d'argent. Donc voilà, ça sera tout également pour le IOTA. Et puis voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, messieurs, mesdames. J'espère que ça vous a beaucoup plu pour l'actualité et puis ces petites crypto-monnaies. Et puis, je retourne avec le chat.